Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Vue imprenable sur Jardin secret. Il s'agit d'un roman de Stephen King publié dans le recueil Minuit 2 paru en 1990. Le narrateur compare la vie à une machine avec des roues crantées. Les roues ont une fin de cycle, que l'auteur estime à 20 ans, et que les psychologues nomment clôture. Au moment du récit, le narrateur a connu plusieurs clôtures ces dernières années. Il pense à écrire un livre qui serait le mélange de miserie et de la part des ténèbres. Le narrateur est dans la lingerie et regarde son jardin d'une fenêtre de là où il n'a pas l'habitude de regarder. Il y a un parallèle avec les écrivains d'histoires fantastiques qui regardent ce qui est habituel sous un autre angle. Ce livre raconte qu'est-ce qu'il se passe lorsque cette fenêtre se casse. Un homme se présente à la maison de Morton Rennie. L'inconnu dit que Morton lui a volé son histoire et dit qu'il faut faire quelque chose. L'accusateur a apporté avec lui son manuscrit. Morton habite dans une maison de Tashmore Glen. Il a récemment divorcé suite à une tromperie de sa femme Amy, qu'il a surpris dans un motel, avec un autre homme nommé Ted. Depuis sa séparation, Morton ne parvient plus à écrire. Shooter souhaite que l'affaire ne reste qu'entre deux. Morton croit avoir affaire à un doudingue. Il ne reconnaît pas les faits et refuse de prendre le manuscrit. L'homme s'en va, mais il va revenir. Il pose le manuscrit sur le porche, puis prend sa voiture. Morton prend le manuscrit intitulé Vue imprenable sur un jardin secret, qui a été écrit par John Shooter, et le met à la poubelle. Le lendemain, Madame Gavin fait le ménage. Elle a posé la nouvelle jetée sur le comptoir, car elle pensait que c'était une œuvre de Morton. L'écrivain commence à lire l'histoire. Il s'agit d'un homme qui a un projet de meurtre sur sa femme, après qu'elle l'ait dépouillé de son amour. Morton fait tomber son Pepsi et la femme de ménage vient essuyer. Morton va dans son bureau chercher sa nouvelle intitulée Sowing Season. Il se rend compte que la nouvelle débute de la même façon que la sienne à quelques variantes près. Dans la version de Morton, le mari enterre son épouse et fait pousser du maïs. Dans celle de Shooter, l'assassin fait pousser des haricots. À la fin des deux nouvelles, le personnage principal finit par devenir fou, en voulant se débarrasser définitivement de sa femme en mangeant le maïs ou les haricots. Morton est à la recherche de cigarettes. Il finit par trouver un vieux paquet. Il se sent coupable, alors qu'il n'a pas volé cette histoire. Il décide de faire une sieste. Durant celle-ci, il rêve qu'Amy et Shooter l'attaquent dans un champ de maïs. Il est réveillé par un coup de fil d'Amy. Elle lui demande des nouvelles, car elle a eu un pressentiment à son sujet. Quand il lui parle de Shooter, elle dit n'en avoir jamais entendu parler et Ted ne semble pas le connaître. À propos de son problème, Amy lui conseille d'appeler Dave Newsom, qui est le constable de Tashmore. Après le coup de fil, Morton fait une balade. Il rencontre Shooter. Tom passe en voiture et salue les deux hommes. Morton et Shooter le saluent à leur tour. Morton lui demande quand il a écrit sa nouvelle. Shooter répond qu'il l'a écrite en 1982. La nouvelle de Morton a été publiée dans le magazine Q.M.M. en 1980, avant d'être publiée dans un recueil de nouvelles en 1983. Shooter vient juste de se manifester, car il ne connaissait pas l'existence de cette nouvelle. Il a trouvé le livre dans un drugstore, alors qu'il était en voyage, pour vendre sa ferme. Tous les deux sont d'accord pour dire que cette nouvelle est loin de ce que Morton a l'habitude d'écrire. Shooter demande comment il a fait pour lui voler son histoire. Morton lui révèle qu'il a écrit cette nouvelle avant Shooter. Ce dernier lui demande le magazine, mais Morton ne l'a pas avec lui. Elle est dans sa maison de Derry. Shooter a découvert son adresse grâce à une photo sur la 4e de couverture. Il lui donne 3 jours pour recevoir la nouvelle que son ex-femme devra lui envoyer. Shooter repart avec sa voiture. Morton reçoit un coup de fil, mais quand il rentre à la maison, il est trop tard pour prendre l'appel. Il téléphone à Amy afin qu'elle lui envoie le magazine, mais la ligne est occupée. Il décide de faire un somme sur le canapé. Il fait un nouveau cauchemar dans lequel Shooter lui lance des oranges sanguines. Il se réveille. Alors qu'il s'apprête à retéléphoner à Amy, il s'aperçoit que Shooter lui a écrit un mot pour lui rappeler les 3 jours et qu'il a tué son chat. Morton a Amy au téléphone. Elle dit que la maison de Derry a été incendiée. Morton pense que le coupable est Shooter. Il aurait brûlé la maison pour faire disparaître le magazine. Quelqu'un a mis le feu et a commencé par le bureau de Morton. Amy et Morton se donnent rendez-vous le lendemain matin dans un café. Il dort. Le lendemain matin, il prend la route. En chemin, Morton appelle Greg avec qui il parle de ses ennuis avec Shooter. Morton lui donne des renseignements afin que Greg retrouve cet homme. Il dit que Tom les a vus tous les deux. Morton téléphone ensuite à Herb Crickmore. Il lui demande un exemplaire du magazine, mais il ne l'a plus. Herb va le demander au magazine Q.M.M.
Morton se rend au café, où il retrouve son ex-femme ainsi que Ted. Ils vont sur le site de la maison brûlée. Au chef des pompiers et aux policiers, Morton parle de Shooter. Alors que Morton dit penser que Shooter n'est pas l'incendiaire, l'histoire est prise au sérieux par le policier. Ensuite ils vont tous les trois chez Ted. Morton ne restera pas pour la nuit, et rentrera chez lui. Ils retournent tous les trois à la maison incendiée, afin de rencontrer l'assureur Don Strick et l'enquêteur Fred Evans. Au bureau de l'assureur se trouve la liste des objets assurés par le couple. Morton et Amy doivent vérifier cette liste. Il y a un froid entre Ted et Morton, après que Ted ait tenté de regarder cette liste. Ted sort. Morton se rend pour la première fois compte de tout ce qu'il a perdu. On apprend que Ted vient de Shooter Knob dans le Tennessee. Tout comme Shooter, il a un accent méridional. Morton repart chez lui. Quand il rentre dans sa maison, il pense que Shooter y est. Sous tension, il donne un coup de tisonnier à un miroir. Après avoir inspecté la maison, il se rend compte que l'homme n'est pas chez lui. Shooter lui téléphone. Il est au courant au sujet de la maison brûlée. Il pense encore que Morton lui a volé son histoire. Il veut que Morton écrive une histoire et qu'il puisse mettre son nom dessus. Morton refuse de le faire. Shooter menace de s'en prendre à Amy. Morton appelle ensuite Herb. Ce dernier dit qu'il a récupéré la nouvelle du magazine et qu'il va la lui envoyer. Morton ne voudrait pas de photocopie, mais la version originale, ce qui sera plus difficile à obtenir. Herb fera les démarches pour que Morton la reçoive en express. Herb dit les mots, vous employez les grands mots, l'ami, ce qui fait croire à Morton que ce n'est pas son ami au bout du fil, mais Shooter. Le téléphone ressonne, c'est Greg. Il a pu parler à Tom. Ce dernier a dit que lorsqu'il est passé, Morton était seul et qu'il n'a vu qu'une seule voiture. Morton pense que c'est encore un coup de Shooter qui s'est associé à Tom, ou que Shooter a menacé Tom. Morton regarde ses bras et voit les traces laissées par Shooter lors de leur dernière rencontre. Morton se rend chez Tom avec Greg, mais un mot sur la porte dit que Tom dort. Les deux hommes rencontreront Tom demain matin. Le lendemain matin, Morton ne retrouve pas les clés là où il les avait laissées. Il trouve le chapeau de Shooter sur le perron et sa voiture a été déplacée. Il y a 2 cigarettes dans le cendrier de la voiture. Morton se rend sur le lieu où il devait rencontrer Greg et Tom, mais il ne voit que Sonny. Tom a appelé Sonny pour lui dire qu'il n'allait pas venir aujourd'hui. Lors du coup de téléphone, Tom ne semblait pas être lui-même. Sonny n'a pas vu Greg. Morton décide de l'attendre. Il finit par comprendre que Greg ne viendra pas et repart. Il rentre chez lui. Herb Crickmore l'appelle. Il dit que QMM a envoyé la nouvelle à Morton, qui devrait la recevoir demain. Morton téléphone à Greg, mais il n'obtient pas de réponse. Il pense qu'après avoir effrayé Tom, Shooter a effrayé Greg, ou l'a peut-être tué. Shooter lui téléphone. Il lui donne rendez-vous au lieu où ils se sont rencontrés la dernière fois. Morton y trouve le 4x4 de Tom contenant Greg ayant un tournevis dans le front et Tom ayant une hachette dans le crâne. Ils ont été tués avec les outils de Morton. Ce dernier imagine toute la machination qu'il y a derrière. Il reste évanoui durant plusieurs heures. Il a peur d'avoir loupé le coup de fil de Shooter. Il pense un moment à se débarrasser des outils dans le lac, mais il croit que c'est un piège de Shooter pour le rendre encore plus coupable. Morton attend chez lui le coup de téléphone de Shooter. C'est Amy qui l'appelle. Comme Morton a peur d'une vengeance de la part de Shooter s'il trouve la ligne occupée, il termine rapidement l'appel en disant qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Le téléphone sonne, c'est Shooter. Il a vu Morton sur le lieu de la voiture. Shooter veut que Morton lui écrive une histoire. Morton refuse. Il parle du magazine qui arrivera demain. Shooter semble avoir un moment de faiblesse. Morton voudrait le rencontrer à la poste, mais Shooter veut que ce soit chez Morton. Il menace de le faire mettre en prison si Morton ne se soumet pas à son souhait. Si Morton n'est pas chez lui demain midi, Shooter menace de tuer les personnes qu'il aime. Il dit que ce n'est pas lui qui a brûlé la maison de Derry. Amy rappelle Morton. Elle dit qu'Evans se doute de quelque chose à propos de l'incendie, mais qu'il ne dit pas quoi. Elle pense que Morton va mal, comme lors de l'affaire de The de la Cour Family, qui est un roman qui n'a pas pu être adapté en film à cause d'une ressemblance avec un autre livre. Amy lui reproche ses absences, lorsqu'ils étaient encore ensemble. Même lorsque Morton était à la maison, il était distant à cause de son travail. Contrairement à son mari, Ted a pu la voir. Morton s'endort sur le canapé. Il fait un cauchemar dans lequel il doit écrire « Je ne copierai plus sur John Kintner 400 fois avec une craie géante ». Le matin, Morton se souvient de John Kintner, qui fréquentait en même temps que lui un cours d'écriture créative. Morton était jaloux de lui, car Kintner écrivait mieux que lui, puis John Kintner a disparu. Moore a envoyé à un magazine une nouvelle de Kintner intitulée Crowfoot Mal. Le magazine l'a acceptée, alors qu'il avait refusé d'autres nouvelles écrites par Morton. Morton a eu peur qu'on l'accuse de vol, mais personne n'a rien remarqué. Cette histoire ne lui revient que maintenant.
Morton se rend à la poste, il a son paquet, qu'il ramène chez lui. Il remarque que des pages manquent au magazine, il pense que Shooter les a arrachées. Quand il rentre chez lui, il aperçoit le chapeau de Shooter, son écran d'ordinateur par terre, et le manuscrit de Shooter. Il pense que c'est peut-être lui-même qui a brûlé sa maison, et a tué son chat, mais il ne s'en souvient pas. Une voix dans sa tête lui dit que c'est lui qui a tué les deux hommes, et qui a ensuite passé un coup de fil à Sonny en se faisant passer pour Tom. La voix dit que Shooter n'existe pas. Amy vient. La maison est sale, alors que la femme de ménage est passée quelques jours auparavant. Elle s'inquiète pour son ancien mari, et pense qu'il va bientôt tenter de mettre fin à ses jours. Il a écrit partout le nom Shooter. Amy le trouve dans son bureau portant son chapeau. Elle reconnaît le chapeau, comme celui acheté par son mari plusieurs années auparavant. Morton est devenu complètement fou. Il se prend pour Shooter, et dit que Morton a disparu. Il tente d'agresser Amy avec un ciseau, mais il tombe. Il continue de l'agresser avec un tournevis, mais quelqu'un lui tire dessus. C'est Fred Evans qui a tiré. Quelque temps plus tard, Amy et son mari se trouvent dans le bureau de l'enquêteur Evans. Il dit avoir retrouvé des débris d'une bouteille dans la maison, que cette bouteille venait de la cave du couple, et qu'il y avait les empreintes de Morton dessus. Après son entrevue avec Morton, Evans s'est inquiété, et a suivi Amy, quand elle est partie pour la seconde maison. Morton a eu un épisode de schizophrénie durant lequel deux personnes étaient dans le même corps. C'est Morton qui a déchiré les pages du magazine. Amy pense que Shooter est né, dès qu'il a volé la nouvelle de l'étudiant, afin de se punir lui-même. Amy dit que Tom a vu non pas de ses yeux, mais dans le rétroviseur, la voiture de Shooter, ainsi que Shooter quand il a croisé Morton. Amy dit avoir jeté à la poubelle le chapeau de Shooter. Peu de temps après, elle y a trouvé un mot de Shooter avec son chapeau. Il a écrit qu'il a, ce qu'il voulait, c'est-à-dire la nouvelle Crowfoot Mall. Ce roman est l'histoire d'un homme tombant dans la folie. Cette descente est très rapide, puisqu'elle se fait en seulement quelques jours. Dès le début de l'histoire, nous avons plusieurs signes qui montrent que Morton ne va pas bien, ou est en dépression. Morton a souvent envie de dormir à des moments inappropriés. Il dort souvent dans la journée, non pas dans son lit, mais sur son canapé. Plusieurs de ses cauchemars nous sont racontés. Morton est un écrivain qui ne parvient plus à écrire. Il est pourtant l'auteur de plusieurs histoires. Il travaille peu durant ses journées, il n'écrit que quelques lignes médiocres alors qu'il y a consacré plusieurs heures. Dans ça, les personnages connaissaient la réussite après s'être éloignés de Derry. Ici, le phénomène est inverse. Morton vit de manière isolée. Il a quitté sa maison de Derry, il s'est séparé de sa femme après une tromperie. Il vit seulement avec son chat qui décède rapidement. La femme de ménage ne fait qu'une courte apparition, ne revient pas tous les jours. Morton observe ce qu'il se passe dehors de sa fenêtre, mais il n'y participe pas. Il est à l'origine d'actions dont il ne se souvient plus. Il a mis le feu à sa maison, il a tué son chat, il a arraché les pages du magazine contenant sa nouvelle, il a tué Tom et Greg. Ces actions peuvent expliquer la fatigue que ressent Morton, qui a souvent besoin de se reposer. Durant ces faits, la personnalité de Morton est éteinte et seule celle de Shooter existe. Comme lors des conversations qu'il a avec Morton, Shooter est un homme violent, qui n'accepte pas d'avoir tort. Morton n'est pas capable de voir sa double personnalité. Il la devine seulement de temps à autre. Les seuls personnages pouvant voir cette dualité en Morton sont les personnages côtoyant Morton. C'est le cas des victimes tuées, d'Amy, de la femme du bureau de poste et d'Evans. Il existe des moments lors desquels les deux personnalités coexistent. C'est durant ces instants que Morton peut discuter avec Shooter. Puisque Morton est incapable de s'apercevoir qu'il a une double personnalité, il croit réellement à la présence de Shooter. Alors qu'au début de l'histoire, Morton ne prête que peu d'attention à Shooter, qu'il pense être un doudingue. Plus le récit avance, plus Shooter fait peur à Morton. Car il redoute Shooter, il se met à la disposition de cet homme. Il veut que la ligne y soit libre, pour que Shooter puisse l'appeler, et il souhaite être à la maison au moment où Shooter sera présent. Étrangement, Morton ne demande pas l'aide appropriée. Shooter ne veut pas que Morton demande de l'aide, mais ce refus d'aide provient aussi de Morton. Shooter est un double de Morton. Les deux histoires Sowing Season, et Vue imprenable sur Jardin secret, sont des doubles l'une de l'autre. Les auteurs sont eux-mêmes des doubles de leurs histoires. Les miroirs se reflètent les uns dans les autres, ce qui donne l'idée de labyrinthe, dont on ne peut pas s'enfuir. Il y a des jeux de mots avec les noms. Le prénom Morton est souvent abrégé en mort, ce qui prédit le destin du personnage. La scène se déroule en automne, ce qui signifie que l'hiver, que la fin est proche. Le nom Shooter contient le mot shoot, et le mot heure, autrement dit tire lui dessus. C'est ce que fera Morton, lorsqu'il agressera sa femme, avec une paire de ciseaux, puis avec un tournevis. La seule manière de mettre fin à Shooter, est de mettre fin à Morton. Si l'un disparaît, l'autre aussi, ce qui explique pourquoi Shooter ne tient pas à ce que Morton mette fin à ses jours, et ne souhaite pas continuer à utiliser la violence physique.
Alors que Amy a un sauveur grâce au personnage d'Evans, Morton lui n'a pas de sauveur. Enfin, il y a des moments durant lesquels seule la personnalité de Morton existe. Il a alors oublié ce qu'il a fait sous l'identité de Shooter et se souvient de ses rencontres avec Shooter. Divers éléments sont là pour nous démontrer que Shooter était présent lors de l'absence ou du sommeil de Morton. Il y a son emblématique chapeau, son manuscrit, ses cigarettes ou encore son odeur. Morton est incapable de remarquer qu'il ne va pas bien, ce n'est qu'Amy, qui habitant à plusieurs heures de route de lui qui le devine ou le pressent. La maladie de Morton remonte au temps où il a volé une nouvelle écrite par un étudiant disparu. Cette nouvelle lui a permis de commencer sa vie d'écrivain, puisqu'auparavant aucune de ses nouvelles n'avait été publiée. Si Morton a réussi à publier plusieurs livres, on peut croire que son métier repose uniquement sur cette nouvelle qui a servi à le lancer. Morton est perclus de remords d'avoir fait publier, sous son nom, une nouvelle qui ne lui appartenait pas. Le fait qu'il n'ait jamais été démasqué et n'a jamais eu à subir de punition pour son action a poussé son psychisme à se punir lui-même. La finalité est la triste histoire que nous connaissons. Quelques éléments sont présents pour dire que Morton n'a pas sombré dans la folie, mais que Shooter existait bien. Il y a le témoignage de Tom, qui dit avoir vu Shooter dans son rétroviseur et le mot qu'Amy a vu sur le chapeau de Shooter qu'elle venait de jeter. Ces éléments peu nombreux sont peu convaincants. De plus, Shooter est décrit comme ayant un corps qui n'est pas le même que celui de Morton. Si Shooter existait bel et bien, Amy l'aurait reconnu lorsque Morton l'a agressé. Or ce n'est pas le cas. Il est bien difficile de dire qui est la victime. Est-ce Shooter qui s'est fait voler son histoire? Est-ce Morton, que l'on accuse à tort de plagiat? Est-ce Amy qui a été délaissée par son mari? Est-ce Morton qui s'est fait voler sa femme? Est-ce Amy qui a été agressée par Morton? Est-ce Tom et Greg qui ont été tués par Morton? Est-ce Ted qui ne parvient pas à former un vrai couple avec Amy, car elle pense encore trop à son ex-mari? Vous m'avez volé mon histoire, déclara l'homme sur le seuil de la porte. Vous m'avez volé mon histoire, et il faut faire quelque chose. Ce qui est juste, ce qui est correct, et il faut faire quelque chose. Morton Rennie, qui venait juste de se réveiller d'un petit somme, et clignait des yeux, avec l'impression de n'avoir encore qu'un pied dans le monde de la réalité, n'avait pas la moindre idée de ce qu'il devait répondre. Cela ne lui arrivait jamais lorsqu'il travaillait, malade ou bien portant, parfaitement réveillé ou à demi endormi. Il était écrivain, et jamais à court d'idées, lorsqu'il s'agissait de placer une réplique bien sentie dans la bouche de l'un de ses protagonistes. Rennie ouvrit la sienne, ne trouva aucune réplique bien sentie, pas même une qui le fit mal, en fait, et la referma donc. Il pensa, cet homme n'a pas l'air tout à fait réel. On dirait un personnage sorti d'un roman de William Faulkner. Même si elle était indéniablement juste, cette réflexion ne l'aida en rien à résoudre la situation. L'homme qui avait sonné à la porte de Morton Rennie, il habitait au fin fond du Maine occidental, paraissait avoir dans les 45 ans. Il était très mince. Son visage calme, presque serein, était creusé de rides profondes. Elles se déplaçaient horizontalement sur son front haut, en vagues régulières, se plissaient verticalement entre la commissure de ses lèvres fines et sa mâchoire inférieure, et rayonnaient en pas doigts au coin de ses yeux. Des yeux brillants, d'un bleu intense. Rennie n'aurait su dire la couleur de ses cheveux. L'homme arborait un chapeau noir à large bord, et à calotte ronde, enfoncée jusqu'aux oreilles sur le crâne. Un chapeau dans le genre de ceux que portent les caqueurs. Il n'avait pas de favori, non plus, et pour ce que Morton Rennie en savait, il aurait pu, sous ce large feutre, être aussi chauve que Telly Savalas lui-même.